Si on me demandait de répondre à la question suivante, à quoi ressembleraient les notes de cours que tu distribuerais à tes élèves en 2021-2022 pour qu'elles soient les plus efficaces possibles et les plus engageantes possibles pour l'élève? Ben, moi, je vous dis que ça ressemblerait à peu près à ça. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce genre de capsule, on vous rappelle, faites-nous un thumbs up. Ça nous permet aussi de savoir quel type de capsule répond à vos besoins ou vous intéresse le plus. Donc, comment je fais pour en arriver à cette fameuse réponse que la feuille blanche, selon moi, est probablement les notes de cours les plus engageantes qu'on peut avoir pour les élèves. Chose certaine, si je retournais en classe maintenant, j'irais vers cette option-là. Évidemment, vous comprenez qu'il y a une twist, là, hein? Il y a un petit quelque chose, là, mais oui, selon moi, la feuille blanche serait le format idéal pour, ou l'équivalent de la feuille blanche serait le format idéal pour avoir des notes de cours engageantes et efficaces, les plus efficaces possibles pour les élèves. Mais avant d'aller plus loin dans ma réflexion, je vais faire un bref retour dans le passé. Donc, j'ai eu la chance de mettre la main sur les notes de cours d'un enseignant qui a débuté sa carrière dans un autre millénaire, donc dans les années 90. Et j'ai la chance d'avoir différentes versions des notes de cours qu'il a utilisées au fil des ans. Et on va pouvoir voir la progression ou la régression dans certains cas de, des notes de cours versus l'intention et l'engagement des élèves. Donc, allons-y. Lorsque ce jeune enseignant est arrivé en poste vers 97, il a mis la main sur les notes de cours qui étaient utilisées par ses collègues en histoire. Donc, un enseignant d'univers social, des feuilles blanches, du texte tapé probablement avec WordPerfect, pas de ligne. Et en gros, les élèves remplissaient comme ils pouvaient en recopiant ce que l'enseignant inscrivait au tableau vert. Donc, c'était ça. Ça faisait la job. Hein? C'était comme ça que ça se faisait dans les années 90. Dès lors, ce jeune loup, ce nouvel enseignant est arrivé, il dit « Ah ah, moi je vais moderniser le tout, améliorer le tout » et il est arrivé avec le fameux cahier format 11-17 avec des tableaux, des cartes à remplir. Hein, on peut en voir plusieurs là, quand même. Là. Là, si on ouvre les pages, des schémas à remplir. Donc, un paquet d'informations, mais surtout, concept révolutionnaire, des lignes pouvant donc indiquer aux élèves à peu près la longueur des réponses attendues. Donc, wow! Quelle révolution! Donc, vous remarquerez que ces documents-là, hein, évidemment, là, l'enseignant ne demandait plus aux élèves de recopier ce qui était écrit ou dessiné au tableau, puisqu'il était à la mode. On y allait avec, là, je vais mettre une feuille blanche à l'arrière, des acétates, et même dans ce cas-ci, des acétates couleur. Croyez-le ou non. Donc, comme on le dit, on se lâche à l'os. Donc, c'était ça la révolution à l'époque, la révolution technologique. Ben, on va s'entendre qu'entre la version originale des collègues et la sienne, il n'y a pas grande différence à part l'espace, les lignes blanches et la présentation et des titres en 3D. Donc, c'était pas mal similaire. Ensuite, vers 2000, je vous dirais, moi, non, 99 probablement. 99, encore le format 11-17. Oh, là, cette fois-ci, c'était plus dicté-troué. Hein? Ce n'était plus les lignes complètement à remplir, mais dicté-troué avec une partie du texte déjà en place, des graphiques et des mots à remplir, et l'enseignant utilisait PowerPoint et je crois même des pages web pour ses cours. Et là, on parle de 99. Donc, là, on était passé du bloc à remplir à on inscrit les mots-clés. Côté engagement de l'élève,
Pas sûr qu'on allait dans le bon sens, mais probablement que l'enseignant était de plus en plus pressé par le programme et s'est dit, tant qu'à tout faire réécrire aux élèves, je vais sauver beaucoup de temps si j'inscris le blabla et qu'ils n'ont qu'à compléter les mots-clés. Mais était-ce vraiment l'idéal pour l'apprentissage des élèves? Là, il faut se poser la question. Ensuite, 2003. On arrive ici, géographie de 3e secondaire, et on a les versions de notes de cours de 2003. C'est beau. Je pense que c'est raisonnablement beau. Si vous pouvez voir. Regardez. Donc, les notes 2003, les notes de cours. Mais là encore, là, on était retourné aux listes à remplir, les points importants situés sur les cartes, colorier un peu les cartes. Donc, bravo. C'est ça que ça donnait. Ensuite, on continue à peu près à la même époque. Des petits quiz avec des tableaux à remplir. Et pour en arriver même un peu plus tard à des notes de cours qui ressemblent à ceci. C'était peut-être en fin d'année, mais là, vous pouvez remarquer que la fameuse dictée trouée s'est transformée à un texte complet où il n'y a même plus de mots à remplir. Donc, on était passé de l'espace vide où l'élève devait tout écrire à l'élève doit remplir la dictée trouée à maintenant, même enseignant, il n'y a même plus un mot à écrire de la part des élèves. Et, croyez-le ou non, je crois qu'au niveau de l'engagement et au niveau de la facilité de compréhension, c'était peut-être même plus efficace, ces notes de cours-là, que celles-ci, puisque là, l'élève, au lieu de se concentrer à réécrire ou à recopier ce qui était au tableau, ou sur acétate, ou sur PowerPoint, pouvait simplement souligner ce qui était important et annoter dans la marge ou dans les espaces qui restaient, malgré que dans ce document-là, il n'y en a pas beaucoup. Il pouvait tout simplement annoter les points qu'il considérait importants et le représenter. Il y avait du temps pour le représenter à sa façon. Donc, lorsqu'on parle de flexibilité au niveau de la prise de notes, croyez-le ou non, même si ce document-là a l'air bien ordinaire, qu'il est complet, on se dit, ils n'apprendront rien, tout est écrit, ils vont dormir, possiblement. Marquez qu'il était possible de dormir là aussi, et il était possible d'absolument rien remplir là. Donc, ici, je crois que c'était même plus efficace. On souligne, on annote, on fait des dessins, et on a l'information de base, on peut se concentrer sur l'explication et le représenter à sa façon. C'est la raison pour laquelle je me dis que la feuille blanche, c'est peut-être la méthode la plus efficace. Mais là, vous allez me dire, oh, il est débranché. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça n'a pas de bon sens. Bien, je vais vous montrer ce que je considère, toujours en géographie de 3e secondaire, les notes les plus efficaces, les plus engageantes que j'ai vues. Si vous n'aviez pas compris, l'enseignant, c'était moi. D'accord? Et voici les notes de 3e secondaire d'un élève, moi. Ouais, ça fait longtemps. On ne mentionnera pas l'année, là, mais ça fait longtemps. C'était mes notes de cours de géographie de 3e secondaire. Et à quoi cela ressemblait-il? Regardez bien. Un cahier où tout était écrit par l'élève, donc moi. Les cartes collées, coloriées. Là, c'était l'arrivée des photocopieurs en passant. Vous savez, dans le temps du bricolage. Là. J'ai des cartes un peu partout. Il y en a qui ont commencé à décoller. Vous comprendrez que ça fait quand même plusieurs décennies. Et devinez quoi? Quand on débutait l'année, là, à part la présence de lignes sur les feuilles, c'est pas mal la même chose. On avait le temps de voir le contenu, on avait le temps de découper, de coller. L'enseignant avait le temps de distribuer des feuilles où on devait
agencer le tout dans notre cahier. Puis non seulement qu'on avait le temps de voir le contenu, mais dans une année, pour un cours, c'était les 2 cahiers qu'on a utilisés. Wow! Que s'est-il passé dans ces 30 quelques dernières années? Et savez-vous quoi? On dormait jamais, on écoutait. C'était pas très flexible non plus, mais quand même, on pouvait l'écrire de la façon qu'on voulait. C'est sûr qu'on avait le modèle fourni par l'enseignant. On va se le dire, on copiait ce qui était à l'écran, ou dans ce cas-ci, on copiait ce qui était au tableau. À part que j'avais un enseignant qui était vraiment top-notch au niveau de la technologie à l'époque. Il utilisait un rétroprojecteur avec un rouleau d'acétate. Mais quand même, c'était ça, là. Et c'était super engageant. Et je me rappelle encore de ce cours-là, de la matière qu'on y a vue. Je me rappelle de l'enseignant. Wow! Et on a été capable de remplir 2 scrapbooks, 2 cahiers spirales de 80 pages, tout en voyant la matière. Je reviens à ma feuille blanche et je vous fais un exemple de ce que je ferai en 2021, maintenant que nous avons des environnements numériques d'apprentissage pour simplifier le tout. Parce que, est-ce que je débuterai ma prise de notes de cours avec mes élèves sans environnement numérique d'apprentissage sous ce format-là? Non. Mais avec l'environnement numérique d'apprentissage, certainement. Vous avez certainement compris que lorsque je parle de notes de cours efficaces, je parle ici de notes de cours flexibles qui permettent aux apprenants de pouvoir ajouter l'information, de noter l'information à la manière qui leur convient le mieux, qui leur est le plus efficace, le plus facile possible. Évidemment, dépendant de l'âge de nos élèves, de nos apprenants, nous devrons les encadrer, les structurer. Et c'est pas nécessairement en passant par la feuille de papier au départ que je débuterai l'opération. Vous pouvez voir en arrière-plan, j'ai Google Slides d'ouvert, PowerPoint fait la même chose, Word, Docs, Google Docs, Canva, PictoChart, peu importe l'outil, l'important, c'est que l'élève soit à l'aise. En réalité, vous pourriez même offrir à l'élève de choisir son outil. Je mentionnerais, on pourrait mentionner à l'élève, voici ce que l'outil que vous allez choisir va devoir faire, ou à peu près. Il y a des incontournables. On va devoir ajouter des graphiques, on va devoir ajouter des images, écrire quelques tableaux, trouver l'outil de votre choix et go, allez-y. Et si vous désirez changer d'outil en cours de route, vous pouvez le faire. Donc, en gros, lâchez prise sur l'outil. Et la beauté de ça, c'est que si vous utilisez un outil numérique et que vous laissez le choix à l'élève, vous pouvez en suggérer un, mais si vous laissez le choix à l'élève, vous ne serez pas obligé d'offrir le service après-vente. Parce que vous pouvez le dire à l'élève, vous pouvez choisir l'outil de votre choix, mais moi, je ne pourrais pas vous accompagner et offrir le service après-vente sur tous les outils qu'il y a sur Terre. Vous devrez être autonome. Ah, ça me dit quoi ça? Autonomie. Ben oui. Si vous imposez un outil, alors vous vous placez dans une posture où vous allez devoir fournir le service après-vente, le soutien technique. Mais si vous êtes à l'aise de le faire, allez-y, mais comprenez que si vous laissez libre choix à l'élève d'utiliser l'outil de son choix, ben à ce moment-là, pardon pour la répétition, mais vous venez de vous dégager de cette responsabilité-là. Et quand on parle de rendre nos élèves plus autonomes, ben on vient peut-être de franchir un cap. Donc, avec les environnements numériques d'apprentissage, que vous preniez Teams ou Classroom, donc je vais essayer avec Classroom, ben, je profiterai de cet environnement-là pour pouvoir débuter des notes de cours numériques. Ça ne veut pas dire que je ne fournirai pas des feuilles blanches avec un Canva, avec une base, fort probablement que l'élève pourrait compléter à la main en classe s'il n'a pas accès à un outil numérique, pourquoi pas. Et comme tâche, lorsqu'il arrive à la maison, ou un cours à toutes les 4 périodes, une période à toutes les 4 périodes, d'avoir des outils numériques en classe. Ça peut se vivre de 50 façons différentes, là. Et peut-être de dire les notes de cours que vous avez constituées, que vous avez montées au cours des 3 ou 4 dernières périodes. Voici, on prend un 30 minutes, c'est votre révision, et on le refait en numérique que vous pourrez faire imprimer ou vous exporter en format PDF, pourquoi pas, en particulier au secondaire.
La majorité de nos élèves maintenant sont équipés d'appareils comme celui-ci. Donc, vous pourriez les avoir en PDF, vous allez pouvoir les consulter et on pourrait faire plus que juste ajouter des mots et des couleurs. Donc, et ça en se servant de notre environnement numérique d'apprentissage. Évidemment, en débutant l'année, il y aurait une progression. Je ne débuterai pas avec la feuille blanche en début d'année, ça risquerait de ne pas fonctionner. Allons-y voir comment on pourrait y aller avec une progression logique. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser Google Slides, Google Présentation, mais exactement la même chose pourrait être faite avec n'importe quel autre des autres outils. Donc, je viens de m'ajouter une diapositive. Premièrement, le format de page. Moi, allons-y traditionnel, j'aime mieux comme ça. Je pourrais aussi décider de faire un format de page 11-17, ça se vivrait très bien. Mais on va y aller simple, configuration de la page, on peut faire la même chose avec tous les outils. Je vais y aller en pouces. Allons-y pour une feuille de 8,5 par 11. Et voilà, ça va être beaucoup plus simple à imprimer si on désire le faire imprimer. En particulier pour le début d'année où on va monter un canevas, la base, et on va laisser le reste à faire à l'élève. Donc, on pourra avoir des notes partielles en début d'année ou même plus complètes. Donc, nous avons ici notre feuille 8,5-11, notre boîte pour le titre et ici ce qu'on voudra ajouter comme texte ou comme image, on pourra l'ajouter. Donc, on veut dessiner un schéma et là, je ne perdrai pas trop de temps pour dessiner un schéma. Là, vous allez comprendre que les outils le font. Donc, juste pour que ça soit clair de vous. Et voilà. On comprend bien le principe. On va distribuer verticalement, aligner. Et on pourrait ajouter des flèches. Ça se fait quand même très facilement. Donc, quand on prend le temps de le voir. Et on aurait notre graphique. Une flèche comme ça. Et ça serait notre première. Ouais, là, j'ai peut-être exagéré un petit peu. Allons-y. Comme ça. Et ça pourrait être notre premier exercice et de demander à l'élève de remplir le graphique. Hein. Évidemment, plus l'élève sera autonome, plus votre groupe sera autonome. Peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, vous ne fournirez même plus le canevas de base ici. Voilà. Mais, ils ont besoin d'aide, on y va. Vous pourriez même inscrire la première réponse ici pour les inspirer. Au besoin, la dernière, même chose, on pourrait le faire ici ou ici. Donc, 4, on va y aller, et 1. Et il comprendrait qu'il manque de quoi remplir dans les deux autres rectangles. Donc, c'est le genre de canevas que vous pourriez fournir de base à vos notes de cours. Mais comprenez que plus vous allez fournir d'éléments, moins vous allez donner de place à la flexibilité au niveau de l'apprentissage de la part de l'apprenant. Donc, faites attention, mais ça peut se faire. Vous pourriez aussi ne pas fournir un document de base comme celui-ci à l'élève, mais bien fournir des éléments qu'il pourrait réutiliser. Ça aussi, ça pourrait se faire. Donc, vous pourriez fournir dans un Google Slides que vous allez mettre en lecture seulement ou en une copie par élève. Moi, j'irais quand même à une copie par élève avec des éléments. Par exemple, vous avez trouvé une photographie. Au lieu de laisser chercher l'élève, hein, si ce n'est pas le but de l'intention, mais allons-y avec une photographie du musée McCord. Ou celle-là, je sais qu'on peut la trouver facilement. Et vous savez que lorsque Confédération Canada, lorsqu'on fait une recherche dans PowerPoint, Word, Google Docs ou Google Slides, les choix qui vous sont offerts sont des photographies libres de droit. Donc, allons-y. C'est le genre de photographie que vous voudriez que l'élève ajoute dans ses notes de cours, bien, vous pourriez déjà la fournir. Ou encore, vous pourriez tout simplement fournir le lien vers cette photographie-là et demander à vos élèves d'aller chercher la photographie. Ça fait partie des compétences du numérique, donc développer
la capacité informationnelle, donc d'aller chercher l'information. Vous pourriez dire, allez sur le site du musée McCord, allez chercher telle photographie, telle fresque, telle illustration, et ça fait partie de vos notes de cours. Si vous voulez être plus rapide, vous avez peur de manquer de temps, vous pourriez déjà vous créer une banque de photographies, vous pourriez même les mettre en marge, et les élèves au besoin pourraient aller les chercher. Vous pourriez faire exactement la même chose avec les vidéos. Donc, vous allez chercher une vidéo sur la Confédération. Donc, allons-y, cette vidéo-ci. Vous pourriez déjà l'ajouter ici. Et l'élève pourrait construire ses notes de cours. Hein, et même chose ici pour le graphique. Regardez si on les associe. Je vais faire une copie. Je pourrais revenir ici. Et on pourrait déjà fournir des éléments comme ça. Et l'élève pourrait monter ses notes de cours comme il le désire bien. Et ça va donner quand même quelque chose de bien raisonnable. Vous, ça vous permet de voir l'évolution. Hein? Rappelez-vous que vous voyez toujours en temps réel ce que les élèves font, où ils sont rendus. Donc, lorsqu'ils prennent des notes de cours dans des cahiers de ce genre et qu'ils sont à la maison, vous ne pouvez pas savoir si en réalité ils ont complété les notes de cours correctement. Tandis que, s'ils le font en numérique, vous pouvez, même le soir, si vous le désirez, la fin de semaine, on ne ferait pas ça, là, mais allez vérifier comment avancent les notes de cours de vos élèves. Ça aussi, c'est un autre enjeu. Et les élèves pourront bonifier avec ce qu'ils veulent. Donc, pour ajouter un petit bonhomme, pour ajouter du texte, évidemment, hein, ils vont pouvoir commenter. Une fois que c'est imprimé, ils peuvent même écrire à la main, ajouter des flèches, surligner. Vous avez les outils, c'est la même chose dans toutes les suites bureautiques, donc ne pas vous en faire. Et ils ont le droit à l'erreur, ce qu'ils n'avaient pas vraiment le droit ici. Donc, sur papier, vous ne voulez pas scraper les notes de cours, donc n'avaient pas le droit à l'erreur, donc suivaient vraiment le modèle établi. Maintenant, ils ont le droit à l'erreur, parce que s'ils ont fait une gaffe, il y a toujours le défaire. Voilà. Et ils auraient toujours votre document que vous avez fourni avec les exemples, avec les ressources, si vous en fournissez un, où ils pourraient aller rechercher les ressources. Et vous pourriez quand même avoir un modèle à leur proposer. Si vos élèves ont besoin d'être encadrés, structurés, vous pourriez quand même leur proposer un modèle de notes de cours qui serait disponible en lecture seulement. Mais là, ça peut devenir dangereux. Il ne faudrait pas que ça devienne un frein à la créativité de vos élèves et surtout de représenter le tout d'une manière qui leur convient. Donc, dans vos modèles, vous pourriez même fournir plus qu'un graphique. Et vous pouvez leur dire, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les éléments. Vous en avez plus que ce que vous avez de besoin. Donc, de toute façon, si vous enseignez, vous allez quand même devoir vous faire un document de prise de notes de cours, hein, si vous en utilisez un, que le faire ici ou le faire là, on s'est entendu que pour le faire ici, je suis passé par là. Donc, pourquoi ne pas leur distribuer carrément le document numérique et leur demander de l'ajuster selon leurs besoins, comme il leur convient le mieux. Donc, c'était une démonstration. J'ai utilisé Google Slides, ça pourrait être PowerPoint, ça pourrait être Canva, PictoChart, peu importe l'outil. Encore Keynote, si l'élève travaille sur un Mac, ça n'est pas vraiment important. Il faut lâcher prise auprès de l'outil. Il faut laisser place à la flexibilité pédagogique, dans ce cas-ci, dans la flexibilité au niveau de la prise de notes de cours. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les encadrer, les structurer et surtout vérifier leur progression. De là, l'avantage de passer par un environnement numérique d'apprentissage, que ce soit Classroom ou Teams. Donc, c'est à vous de choisir la plateforme. Vous avez déjà probablement votre plateforme. Teams est pas très rapide aujourd'hui, mais vous avez déjà probablement votre plateforme préférée
allez-y et bonne prise de notes de cours. Mais rappelez-vous, flexibilité au niveau des élèves, selon moi en tout cas, à mon humble opinion, c'est ce qui est le plus efficace. Mais flexibilité devrait être aussi accompagnée de encadrement, de structure et ne pas perdre de temps parce que là, on n'est pas dans un atelier d'art plastique, c'est pas de la création, c'est en gros, on a un programme à passer, c'est vrai. Donc, il faut faire certains compromis, mais on avait 14 ans et on était quand même capable de remplir 2 cahiers comme ça. Et j'ai 0 souvenir qu'on trouvait qu'on écrivait trop. Salut, bye. En terminant, on ne parle pas que de flexibilité ici, mais il faut bien comprendre qu'aux yeux de l'élève, ce ne sont plus vos documents, vos notes de cours qu'il doit remplir, mais bien, ce sont ses notes de cours qu'il s'est construit. Avec un petit peu d'aide peut-être, mais ça devient ses notes de cours. Évidemment, le sentiment d'efficacité va être là, parce qu'il va être fier de ce qu'il a monté, même si c'est vous qui avez fourni les morceaux. Hein? Une création Lego, ça demeure quand même impressionnant. Nos enfants sont fiers. Pourtant, ce ne sont pas eux qui ont créé les blocs, mais ils les ont assemblés et ils sont fiers de leur assemblage, du résultat final. On peut faire la même chose avec les notes de cours, ce qui est quand même difficile à faire lorsqu'on arrive avec des documents comme ceux-ci. Donc, bye bye.